On va commencer tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre présence, pour avoir bravé la pluie. Je tenais avant tout à remercier une personne, un attaché de presse et un marqueur à la culotte pour les footeux de talent, le joker de Macron, le ministre des mécomptes publics et des déficits publics, Gabriel Attal. Car une telle publicité en quelques jours pour notre conférence de presse, c'est quand même pas mal. C'est un beau plan média sur les chaînes info. Donc avant de vous présenter un véritable, pour le coup, plan de lutte contre la fraude sous toutes ses formes, il est indispensable d'en faire rapidement la genèse. Tout commence il y a plus d'1 an, pendant la campagne présidentielle, où Marine Le Pen a fait de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes un élément central de son projet présidentiel. Comme en témoigne le livret de campagne « Aime la lutte contre la fraude », toujours d'ailleurs à votre disposition. Au même moment, nous avons peiné à trouver des éléments en la matière dans le projet présidentiel, dans le projet du président sortant, ce qui avait le mérite de la cohérence, puisque durant son premier mandat de 2007 à 2022, il n'avait strictement rien fait en la matière, et je ne parle même pas de ces années hollandaises. En décembre dernier, quelques mois après la présidentielle, lorsqu'il fut question de choisir une thématique pour notre groupe politique lors des débats de la semaine de contrôle, le groupe de Rassemblement National, ayant à cœur de défendre les intérêts des Français, y compris en étant dans l'opposition, a choisi le thème de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Il n'en a pas fallu plus pour que Gabriel Attal lance ses rencontres avec les parlementaires, vous vous en souvenez, au sujet, je vous donne en mille, de la lutte contre la fraude. Ces rencontres se terminèrent, mais ça aussi c'est juste un hasard, quelques jours avant ce débat qui a eu lieu dans l'hémicycle le 28 février dernier. Lorsque nous annonçons en conférence de presse que nous allons déposer une proposition de loi de lutte contre la fraude, les Pipo et Mario de Bercy, Gabriel Attal et Bruno Le Maire se précipitent sur vos micros et le plateau télé pour parler, non pas même de fraude, mais carrément d'immigration. Alors évidemment, les deux thèmes ne sont pas sans lien, comme l'a très bien et très récemment démontré le magistrat Charles Prats dans les colonnes du Figaro. Mais avec Pipo et Mario, cela se fait avec la lourdeur des faux convertis et des vrais cyniques. Nous prenons ça comme un hommage du vice à la vertu, de l'opportunité à la constance, du macronisme au marinisme. Pour mémoire, en matière d'immigration, ce gouvernement n'a qu'un bilan: 500 000 immigrés réguliers par an, un record historique, le double d'il y a 2 ans. Enfin, il a suffi que notre présentation de nos PPL de lutte contre la fraude soit prévue aujourd'hui pour que Gabriel Attal, et ça vous le savez, à nouveau en panique, balance, vite fait mal fait, un brouillon de plan antifraude fiscale avant-hier. Si encore cette course-poursuite, ce marquage à la culotte un peu désespéré, s'était conclu par une réelle et sincère prise de conscience, puis enfin par des actes forts, hélas, une fois de plus, la montagne macroniste a fini par accoucher d'un coup de menton médiatique. Alors, quelques mots sur l'embryon de plan Attal. Le brouillon rendu par le ministre est un mélange de mesures déjà existantes et de vœux pieux. Tout ça sous des airs de « les petits contre les gros », qui sonnent d'autant plus faux dans la bouche des fidèles et zélés défenseurs des ultra-riches depuis 6 ans. Les ultra-riches qu'il attaque aujourd'hui, bien, ce sont les amis du président et candidat. Ce sont Emmanuel Macron et l'ami et candidat de Uber, de McKinsey, l'avocat de la suppression de l'ISF et de la flat tax pour les 0,1% les plus riches. Au-delà de ce sketch, la fraude fiscale est reléguée à la fin du mois. Rien du tout sur la TVA, alors que celle-ci concentre quasi la moitié de la fraude fiscale, 25 milliards d'euros. Alors qu'on récupère moins sur la fraude sur la TVA qu'en 2015, moins que l'Espagne ou Chypre. Rien non plus sur la renégociation des conventions fiscales bilatérales, au premier rang desquelles celle avec le Qatar, renégociation pourtant promise par Emmanuel Macron il y a déjà 6 ans.
Quelques exemples. Gabriel Attal promet une augmentation de 25% des contrôles fiscaux sur les plus gros patrimoines. Bon, ils sont déjà contrôlés tous les 3 ans. Et puis, nous nous méfions, à chaque fois qu'ils visent ceux qui gagnent 2 à 3 millions d'euros par mois, ils finissent par toucher ceux qui gagnent 2 à 3 000 euros par mois. La chasse aux riches finit toujours par le matraquage des classes moyennes. Elles ont en effet l'immense avantage d'être plus nombreuses et moins bien défendues. La sanction de privation du droit de vote en cas de fraude fiscale aggravée, elle existe déjà et depuis longtemps. C'est l'article 1741 du TGI. Idem pour, du CGI, pardon. Idem pour les travaux d'intérêt général. La seule innovation de Gabriel Attal est l'option peinture sur les centres des impôts. Vous conviendrez que c'est léger. Le délit d'incitation à la fraude fiscale, oui, mais quelle différence avec le délit de complicité fiscale qui lui aussi existe déjà et depuis longtemps. Le contrôle fiscal tous les 2 ans des 100 plus grandes capitalisations boursières, il sait mieux que personne que le nombre de sociétés composant ces groupes fait de cette proposition un vœu pieux et surtout qu'il commence à les contrôler ses amis Uber et McKinsey qui se sont illustrés en matière de fraude. Le cadastre financier international, encore un vœu pieux puis qui se limitera en l'état actuel des choses à nos frontières, faute de coopération internationale. Une COP fiscale, c'est un machin dont on parle depuis 10 ans, un machin comme dirait De Gaulle, tout juste bon à faire tour opérateur pour les heureux élus aux frais du contribuable. Quant au travail sur les prix de transfert, la lutte contre les sociétés éphémères, l'augmentation des effectifs fiscaux affectés à la lutte contre la fraude, ça va dans le bon sens, mais c'est directement inspiré du projet de Marine Le Pen puisque c'était dans notre programme. Alors pour ce qui en est de nos propositions, le premier volet législatif du plan de lutte contre la fraude voulu par Marine Le Pen est une PPL visant à lutter plus efficacement contre la fraude sous toutes ses formes. Il se compose de 21 articles de 6 chapitres. Je ne vais pas vous citer les 17 mesures que vous retrouverez dans votre dossier de presse, mais seulement les plus importantes. Tout d'abord, pour mieux évaluer la fraude, en mettant en place un rapport présenté au Parlement avant le 1er mai chaque année. Ça permettra d'évaluer le montant des fraudes fiscales et sociales et ce sera piloté par l'INSEE et la DGFiP. Vous savez que le principal problème de la fraude dans notre pays, c'est qu'elle est évaluée de manière très aléatoire. Donc faire un point chaque année là-dessus permettra d'éclairer les parlementaires en amont de l'examen du projet de loi de finances. Sanctionner plus lourdement les fraudeurs en créant de nouvelles sanctions pour la fraude aux prestations sociales allant jusqu'à la privation définitive d'aide sociale et de crédit d'impôt ou déduction fiscale pour les fraudeurs fiscaux aux cotisations. Mieux prévenir la fraude aux pensions de retraite versées à l'étranger ou au versement du minimum vieillesse, l'ASPA pour les intimes, en mettant en place une obligation annuelle de justification de son existence en préfecture pour les bénéficiaires du minimum vieillesse, dans nos représentations diplomatiques pour les retraités vivant à l'étranger. Prévenir la fraude à l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de l'immigration clandestine en créant une présomption de majorité pour toute personne étant entrée illégalement sur le territoire national. Ce que nous visons, c'est bien évidemment la fin des faux mineurs isolés. Renforcer également les outils de lutte contre la fraude en élargissant le registre national commun de la protection sociale et en étendant son accès, en mettant en place des échanges réguliers d'informations entre la DGFiP et les CAF pour lutter plus efficacement contre la fraude, en demandant un rapport sur l'avancement de la mise en place de la carte vitale biométrique, ainsi que sur le prélèvement à la source de la TVA. Je suis en mesure de vous annoncer également 2 PPL complémentaires qui seront prochainement déposées. L'une visant à lutter plus efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles, entente et abus de position dominante, avec notamment la création d'une nouvelle catégorie légale de pratiques concurrentielles renvoyant au dumping par les produits ne respectant pas les normes européennes fixées en droit interne au titre 6 du Code de la consommation.
L'autre projet de loi visera à lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA via notamment un cadre à l'utilisation de logiciels de détection précoce dans la lutte contre la fraude à la TVA, un point d'étape sur le passage à l'autoliquidation systématique de la TVA à l'importation ou encore le fameux rapport demandé au gouvernement sur la mise en place d'une TVA à la source. En conclusion, mesdames et messieurs, Emmanuel Macron et son fils préféré, Gabriel Attal, sont à la tête non seulement d'un État en faillite, mais, circonstance aggravante, d'un État champion d'Europe des impôts. Je vous rappelle que plus de 45% de la richesse nationale est prélevée. Ça fait près de 1200 milliards par an, plus que sous François Hollande, donc un record absolu. Rien que de l'année 2021 à 2022, c'est plus 25 milliards de prélèvements obligatoires hors inflation. Hors inflation, car avec l'inflation, ça ferait 87 milliards de prélèvements en plus de 2021 à 2022. Mais à cela s'ajoutent évidemment des records en matière de dettes, des records en matière de déficit. Il est urgent de prendre l'argent où il ne devrait pas être, où il ne devrait pas être gaspillé, pour le rendre aux classes moyennes et nos PME en voie de déclassement accéléré, qui se disent plus que jamais, plus tu paies, moins t'as droit. Après 6 ans d'exercice du pouvoir, le gouvernement et le président de la République sont plus que jamais comptables de toutes les dérives de ce système. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions. Quelque part, vous rendez hommage à ce qui a été proposé hier, puisque c'est un peu... Non, c'est l'inverse, mais bon, c'est l'inverse. J'ai passé 5 minutes à faire la jeunesse pour expliquer qu'on nous court après. C'est pas nous qui marquons à la culotte, c'est eux qui marquent à la culotte. Moi, je veux bien, hein, mais bon, voilà. Est-ce que vous allez finalement soutenir ce qui est proposé, puisqu'il y aura des mesures réglementaires, aussi des mesures législatives un peu disséminées dans différents textes. Donc, est-ce que vous allez chercher à améliorer, On va clairement chercher à améliorer, oui, évidemment. Évidemment, on va chercher à améliorer. Tout dépend de la nature du texte. Comme vous le dites, il y aura un volet réglementaire et un volet probablement, même si on ne sait pas exactement, mais a priori législatif. L'idée, c'est évidemment d'aller beaucoup plus loin. Et puis l'idée, c'est d'être... Nous sommes une opposition responsable. Il faut qu'il y ait en face un gouvernement responsable. Un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui prend une partie de nos amendements, qui prend une partie de des améliorations que nous apporterons. Nous irons forcément plus loin que le gouvernement en la matière, c'est pas très compliqué. Le gouvernement découvre la lutte contre la fraude, mieux vaut tard que jamais, allez-vous nous dire. Bien dans ces cas-là, qui s'inspire de nos travaux jusqu'au bout, c'est-à-dire également de nos travaux en tant que parlementaires, donc les amendements que nous porterons si projet de loi il y a. Donc oui, évidemment. Mais à condition que ça aille dans le bon sens et à condition que ce soit des deux côtés. Hein, si c'est pour refuser en bloc tous nos amendements et faire une petite loi à minima, rien que pour occuper les plateaux télé 48 heures de plus, ça n'aurait pas de sens. Et ça se passe comment avec Gabriel Attal? Il a dit qu'il prendrait certains de vos amendements? Non, pas encore. Pour l'instant, les rares discussions qu'on a été, c'était lors des rencontres parlementaires. En gros, on nous faisait un exposé de ce qui était, de combien Bercy travaillait bien contre la fraude. Chacun posait ses questions, et puis pour l'instant, ça n'allait pas plus loin. Vu l'énergie qu'il a mis à nous courir après, j'imagine qu'il est conscient qu'il va falloir reprendre. Il en reprend déjà une partie, mais il ne va pas assez loin. Donc, oui, si nous, l'objectif, on le partage, c'est les moyens qu'il faut partager. Et on ne peut pas à chaque fois se contenter d'une loi à minima, d'une loi cosmétique, d'une loi médiatique. Encore une fois, si il y a des avancées vers nous en prenant des dispositions fortes, symboliques, parmi notamment la petite dizaine que je vous ai énoncée, on pourra avancer.
Oh, bah, pour le coup, elles sont toutes essentielles. Elles sont toutes essentielles. J'ai pas quelque chose de particulier. Je mettrai forcément l'accent sur un sujet plutôt qu'un autre. La design sensée, parce que par définition, il faut avancer clairement sur la fraude fiscale. Vous voyez, les conventions bilatérales, par exemple, si on n'y touche pas, enfin, à un moment donné, c'est du foutage de gueule. Ça fait 6 ans qu'on promet de remettre à plat cette convention fiscale avec le Qatar. On sait très bien à qui ça profite pas aux classes moyennes, ça profite pas aux PME. Bon, sur l'immigration, on peut pas passer sa vie à ne pas voir que oui, enfin, autant le gros rouge qui tâche que Bruno Le Maire et lui, Gabriel Attal, pardon, ont fait sur les plateaux télé, c'est de la flûte, c'est du plateau télé. Autant, voilà, sur les mineurs, les mineurs isolés, c'est clairement des fraudeurs. Voilà, c'est de la fraude à la frontière. Bon, à partir de là, établir une présomption de majorité aux clandestins qui entrent et qui ne veulent pas faire contrôler leur âge, ben c'est du bon sens. C'est du bon sens. Ça existe dans d'autres pays. On est le pays le plus, on a l'état de droit le plus favorable aux mineurs, aux prétendus mineurs non accompagnés. Voilà, donc, fraude fiscale, fraude aux frontières. Sur la fraude sociale, il faut véritablement qu'on sache où on en est, parce que c'est bien de l'avoir annoncé, où on en est sur la carte vitale biométrique, voilà, où on en est. Voilà, durcissons les sanctions et les sanctions également. Voilà, donc honnêtement, c'est vraiment plusieurs mesures. Et pourquoi vous mettez la priorité sur la fraude aux prestations sociales? Ah, je mets pas la priorité. Non, mais par rapport aux cotisations sociales, c'est quand même 10 à 20 fois inférieur en termes de chiffres de ça. Non, d'abord, malheureusement, les chiffres, on n'est jamais sûr de ce qu'on nous avance. Et on met l'accent sur toutes les fraudes. Vous verrez, là, je peux vous citer que quelques-unes. Il y a 17 mesures. Vous verrez que parmi les mesures, on s'attaque à tout. Donc, encore une fois, hein, c'est un travail collectif. C'est certain. Nous, d'ailleurs, on assume totalement de s'être inspiré en partie, d'avoir, parce que, comment dire, les meilleures idées sont toujours partagées, on n'en est pas les propriétaires, de s'être inspiré notamment des travaux des sénateurs depuis une dizaine d'années. Il y a eu des bonnes propositions, avancées, jamais reprises, jamais appliquées, venues de nos collègues sénateurs. On s'en est inspiré. Donc, par définition, si le projet de loi est enrichi par toutes les oppositions, tant mieux, y compris sur ce domaine. Vous attendez quel gain financier là, de cette proposition de loi de lutte? Est-ce que vous avez chiffré c'est toujours pareil, c'est compliqué à chiffrer. Je pourrais vous dire, je pourrais avancer. On est à 20 milliards maintenant, c'est partagé. Enfin, entre 13 et 45 milliards sur la fraude sociale. Là, je parle du coût, hein, de ce que coûte, pas de ce que nos mesures pourraient rapporter. On est entre 30 et 70 milliards sur la fraude fiscale. La plus complexe, voilà. Et on est sûrement à plusieurs milliards, ça c'est moins chiffrable, mais entre les fraudes à frontières et des hommes et des marchandises, on doit être également à plusieurs milliards. Bon, l'idée ce serait si déjà on arrivait à récupérer tout confondu une vingtaine de milliards. Ce serait bien. Après, il faudra monter en puissance, mais ce serait déjà un objectif, 20 milliards en plus de ce qui se fait aujourd'hui, ce serait déjà un bon objectif de départ. Après, vous savez bien que ça met du temps à s'installer, plusieurs années à être au régime de croisière. Est-ce que vous avez vu des administrations qui luttent aujourd'hui contre la fraude dans le cadre de l'élaboration de cette proposition de loi? Est-ce que vous avez échangé avec des administrations ou des... On a eu des rencontres, on a profité aussi, c'était l'intérêt des rencontres de Gabriel Attal, d'écouter un petit peu, parce qu'en gros, il faisait venir les directeurs d'administration centrale qui nous exposaient
travail. Et on continuera parce que, comment dire, c'est le travail d'un quinquennat pour nous aussi. C'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter là. C'est le premier volet. Cette proposition de loi, c'est le premier volet. On compte bien s'emparer du sujet et continuer à approfondir nos propositions pour être fin prêt en 2027, parce qu'on a de vrais doutes que le problème soit résolu d'ici 2027. Donc on va continuer à rencontrer. J'ai des collègues qui rencontrent régulièrement des responsables du côté des douanes. Sur le terrain, on rencontrera aussi des personnalités qui se sont engagées sur le sujet, qui sont spécialistes. Donc on a commencé, mais on va continuer à le faire. Encore une fois, l'idée c'est d'enrichir au maximum pour avoir un vrai plan de bataille le jour venu, mais on n'hésitera pas à le partager encore une fois avec le gouvernement. L'idée c'est que les choses s'améliorent vite pour les Français. Voilà, si elles peuvent s'améliorer sous ce quinquennat et sous l'impulsion de l'opposition et du Rassemblement national, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y aura 4 ans à patienter. Mais bon, encore une fois, voilà, il faut pas faire de la com avec ça. Voilà, c'est juste hallucinant d'avoir commencé en parlant directement immigration. On n'a pas compris pourquoi c'était arrivé là-dedans. Je veux dire, à part nous rendre hommage et à part se dire, ben, pour parler aux Français, il faut parler comme Marine Le Pen, c'est logique, puisqu'elle parle comme eux et elle ressent ce qu'ils ressentent et elle amène les bonnes questions et les bonnes réponses. Puis après enchaîner, on voyait bien que ça sonnait faux chez Bruno Le Maire, chez vos collègues de BFM. Et après enchaîner sur on va s'attaquer aux ultra riches. Bon, alors que tout le quinquennat précédent a été marqué par une défense doctrinale des 0,1% les plus riches. Hein. L'idée, c'est pas les gens qui réussissent dans la vie, qui gagnent de l'argent, qui constituent un patrimoine. Non, c'est vraiment ceux qui montrent du doigt là, avec une forme de démagogie crasse. Ceux qui montrent du doigt là, c'est ceux qui protègent depuis tout un quinquennat. Donc, nous, on est constant, on est équilibré, voilà. On montre pas du doigt une catégorie de Français plutôt qu'une autre. Quand on fait un plan sur la fraude, on fait un plan contre tous les fraudeurs, évidemment. Mais inversement, c'est pas nous qui avons supprimé l'ISF ou instauré la flat tax uniquement sur les revenus financiers, c'est-à-dire les revenus des 0,1% les plus riches, encore une fois. Ils sont bien gardés de toucher au patrimoine immobilier, qui est pour le coup le patrimoine des classes moyennes. Ah là, on continue à être les recordman du monde de fiscalité. J'ai encore une question. Est-ce que vous avez sollicité le Conseil d'État pour avoir l'avis du Conseil d'État sur cette proposition de loi? Et sinon, pourquoi? Bon, on a nos conseillers, on a nos propres comment dire, amis qui parfois d'ailleurs sont des hauts fonctionnaires qui sont tout aussi compétents, voire qui ont peut-être ou qui sont d'ailleurs conseillers d'État. Vous savez que nous avons des élus qui sont également conseillers d'État, donc de facto oui, on a consulté des conseillers d'État. Bien. S'il n'y a plus d'autres questions, en plus on n'est plus pas dans les temps. Je vous remercie pour votre présence et puis je reste à votre disposition pour aller plus loin. Merci.